Oruch Dankovi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté encore notre invitation. Vous êtes analyste politique et avec vous, nous allons pas aujourd'hui parler des sujets togolais, mais voyager dans les pays de l'AES. Assimi Goïta, le président de la transition au Mali, a promulgué une loi le 10 juillet qui le maintient au pouvoir jusqu'à 2030. Au moins, est renouvelable autant de fois que nécessaire. Et pourtant, en juin 2022, il avait annoncé remettre le pouvoir aux civils en 2024. Donc, on sait qu'il n'y a jamais eu les élections. Il avance des arguments sécuritaires pour rester au pouvoir parce qu'on ne peut pas faire des élections quand le pays est en guerre contre le terrorisme. Selon vous, est-ce que cet argument est suffisant pour s'octroyer un pouvoir à vie? Alors, mettons que cela est normal. Parce qu'en fait, il s'agit d'une révolution, en fait. Ah, il y a eu une succession de coups d'État qui ont été plus ou moins largement approuvés par les populations. Donc, on a eu soit des révolutions populaires qui ont entraîné des coups d'État, ou soit des coups d'État qui ont été à un moment avalisés par les populations. Et lorsque l'on a une situation de crise telle que entraînée par un coup d'État, une révolution entre griffes, ce qui suit, c'est pas la démocratie. Ce qui suit, c'est une période de crise, parce que les révolutions sont attaquées. C'est comme cela, généralement, au niveau de l'histoire du monde. C'est généralement comme ça. Vous prenez la Révolution française, par exemple. La Révolution française, après ce qui a suivi, elle a été attaquée. Je dirais même qu'elle a été particulièrement violente. Je veux dire, après 1789, ça a été particulièrement violent. Vous prenez les indépendances des États-Unis, ça a été attaqué. Vous prenez la révolution bolchevique, ça a été attaqué. Vous prenez la révolution chinoise communiste de Mao, ça a été attaqué. Donc lorsque vous avez des élans révolutionnaires tels que l'on a dans l'AES, ce qui suit, c'est un renforcement, c'est une raideur des prises de position, des prises de décision, notamment au niveau de tout ce qui est démocratie, liberté d'expression, ainsi de suite. Maintenant, là où se situe la subtilité, c'est que c'est un quitus accordé par le peuple. Parce que vous prenez le pouvoir, c'est une situation de crise, et vous décidez de surseoir à toute prétention démocratique. Et vous le faites avec la promesse que vous allez résoudre une situation. Si, au bout d'un certain laps de temps, cette situation n'est pas réglée, vous avez toutes les chances de subir une contre-révolution ou un soulèvement populaire. Et généralement, quand vous observez, vous êtes dans les 10-15 ans. Donc par exemple, quand vous prenez dans l'histoire du monde, effectivement, oui, on a eu par exemple des révolutions, effectivement, oui, on a eu des pouvoirs qui ont été rigides et qui ont été durs, mais lorsqu'ils arrivaient à un terme et qu'ils n'avaient pas rempli ce pourquoi ils étaient établis, ben, ils étaient renversés par des réactions populaires. Ils étaient renversés parfois par des coups d'État militaires. C'est pour ça que vous allez voir dans certains pays d'Afrique, de façon successive, on a eu parfois des coups d'État militaires. Vous prenez la Chine, de façon successive, après Sun Yat-sen, il y a eu des successions de coups d'État militaires. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire, il ne faut pas que des hommes d'État aient la prétention de penser qu'ils vont rester éternellement. Non. Ça a l'air bizarre, mais en fonction des crises, les peuples acceptent de se choisir des leaders. C'est-à-dire que le peuple va voir qu'il y a une crise qui se passe et va estimer que tel ou tel personnage a la capacité de le sortir de cette crise-là.
Je vais vous donner un exemple qui est connu mais dont on ne parle pas. Vous prenez par exemple le général de Gaulle, en 1945, c'est une icône. Il revient en 1958. En 1958, c'est une icône. Il échappe à un assassinat, certes, mais ça reste une icône. Lorsque, en 1968, c'est-à-dire 10 ans plus tard, le peuple estime qu'il doit passer à autre chose, les gens sont dans la rue pour lui demander de partir. Sauf que dans le cas des pays africains, ce n'est pas la même chose. Et ça conduit à la question que j'aimerais vous poser après. Ce scénario-là sonne comme vous dites déjà vu sur le continent. Oui. Coup d'État, euphorie populaire, dictature, répression, coup d'État. Oui. On dirait un cycle sans fin. Oui, tout à fait. En 1968, Moussa Traoré fait un coup d'État contre Modibo Oui, Modibo Keïta. Tout à fait. Son règne va durer 23 ans Oui. avant d'être renversé par un autre coup d'État. Exactement. Au Burkina Faso, Thomas Sankara sera renversé par Blaise Compaoré en 1987 Oui. et lui par coup d'État. Oui. Ce qui va conduire Blaise Compaoré, lui aussi militaire, à rester au pouvoir pendant au moins 27 ans. Oui. Au Niger, Séné Kouché fait un coup d'État contre Amani Diori en 1914. S'en suivra un règne militaire autoritaire. En 1996, Ibrahim Barré fait un coup d'État et il sera renversé après un règne marqué par la dictature. Oui. La liste est longue. Oui. Comment expliquer que des gens viennent au pouvoir avec de bonnes intentions, adulés par le peuple, et après, ils refusent de partir et tombent dans les mêmes erreurs de l'enivrement du pouvoir? Non, mais c'est tout à fait normal. C'est que, alors, vous avez fait une liste d'une succession de coups d'État. Il faut faire attention. Les coups d'État ne se ressemblent pas. La démarche de Thomas Sankara lorsqu'il prend le pouvoir n'est pas celle de Moussa Traoré lorsqu'il renverse Modibo Keïta. Mais quand même, c'est quand même des coups d'État. Ce sont des coups d'État. Les populations sont contentes quand Oui. on renverse le pouvoir. Mais après, celui qui vient n'est pas meilleur. Alors, il faut faire attention. Alors, celui qui vient, c'est pour ça que tu as remarqué que lorsque j'interviens, je pose toujours la question de quelle est l'idéologie maîtresse, quel est le message porteur, dans quel moule a été façonné le leader. Thomas Sankara vient, il est renversé au bout de 4 ans, mais son message porteur, il reste. Oui. Et c'est ce qui donne Ibrahima C'est une Traoré. exception, mais heureusement, Sankara a été renversé plus tôt. Mais peut-être que si Sankara restait plus longtemps, on aurait décelé de Sankara aussi son air de dictateur. Alors, Parce que tous les militaires qui ont pris le pouvoir après sont devenus dictateurs. Il n'y a pas d'exception. Non, mais il faut faire attention. À part peut-être le Ghana avec Rollis. C'est une des rares exceptions quand je prends les pays francophones. Peut-être que Sankara aurait fait l'exception aussi avec Rawlings, en sachant qu'ils étaient proches. Mais déjà Sankara ne tenait plus. Revenons quand même au pays de... Alors, Sankara... à ces 3 pays-là... Alors, pour le cas, par exemple, de Sankara, Sankara, c'est une dictature, par exemple, justement, c'est un très bel exemple d'ailleurs, par rapport à ce que je disais. Sankara, c'est une révolution combattue. C'est pas une révolution appréciée. Dès que Sankara a été au pouvoir, on lui a mis dans les pattes Moussa Traoré, qui a été, lui, une dictature appuyée. C'est-à-dire que lorsque Moussa Traoré renverse Modibo Keïta, il a des soutiens, et pas n'importe lesquels. Il a les soutiens de l'ancienne puissance coloniale. Lorsque Thomas Sankara, lui, renverse son prédécesseur et arrive au pouvoir, lui, c'est l'inverse. Il est l'ennemi de l'ancienne puissance coloniale. Et donc, on lui met les bâtons dans les roues dans ses projections. Lorsque vous prenez le cas de J.J. Rawlings, quand il fait son premier coup d'État, il est arrêté, limite il est torturé et ainsi de suite. Et c'est après qu'il décide de revenir. Et lorsqu'il décide de revenir, il décide de s'ajuster. Il garde le message porteur, mais il s'ajuste. Et ça donne le Ghana moderne. Donc c'est pour te dire que on a effectivement des dictateurs portés par des populations qui souhaitent le changement parce qu'elles estiment avoir été mal gérées. Et ces populations, elles donnent un quitus. Lorsque vous ne remplissez pas ce pourquoi vous avez été élu, les populations vous renversent, ou soit vous avez un groupe qui s'appuie sur le mécontentement des populations pour vous renverser. Comment expliquer le fait que dans ces 3 pays-là,
il y a eu ces cas, il y a eu des militaires venus au pouvoir et qui sont enracinés, ils ont été renversés. Le cycle s'est toujours reproduit. Aujourd'hui, ça conduit à la question que j'ai. Au niveau de quoi? Des trois de l'AES? Des 3 pays de l'AES, justement. D'accord, oui. Aucun militaire n'a pu offrir à ces peuples ce qu'ils voulaient. La preuve, aujourd'hui, on est encore à des coups d'État. Comment expliquer que ces militaires viennent au pouvoir et, à fin de compte, comme le fait aujourd'hui Assimi Goïta, refusent de partir, s'octroient de pouvoir à vie? Les militaires viennent d'arriver? Oui. Ils ont fait quoi, 2 ans, 3 ans? Au Mali, Ils viennent d'arriver? le Mali est déjà là. Assimi Goïta est déjà là depuis 5 ans. 5 ans, ok. Il s'est offert 5 ans sans limite déjà. Et qu'est-ce qu'il prouve? Qu'il fera mieux que les autres. Je suis tout à fait d'accord. La vérité, c'est ce que je dis, c'est-à-dire, ils s'octroient cela, les populations observent, elles lui laissent le bénéfice du doute, une classe politique critique reste et décortique ce qui se fait, et je te dis qu'en vérité, si au bout de 10 ans, il ne remplit pas le cahier de charges que lui-même a vendu aux populations, il ne restera pas au pouvoir. Mais est-ce qu'on va... C'est-à-dire, sois-en sûr. Est-ce qu'il faut continuer comme cela? Est-ce qu'il faut aller de crise en crise, de coup d'État en coup d'État? Est-ce que c'est finalement, est-ce que les coups d'État sont la solution? Est-ce que renverser des régimes, finalement, parce qu'il y aura des répressions sûrement, comme ce qu'on voit aujourd'hui en Guinée, Dadis Camara prend le pouvoir, il y a de l'euphorie. On a vu ce qui s'est passé après au stade. Il y a eu des morts. Après, il y a un autre coup d'État avec Doumbouya qui vient aujourd'hui. Il vend des choses au peuple. Dès qu'il sera là, il va donner le pouvoir après aux civils. Aujourd'hui, c'est lui qui est le maître chanté, le héros aujourd'hui en Guinée. C'est presque les mêmes choses que nous vivons. C'est presque les mêmes choses que nous vivons parce qu'en Afrique, malheureusement, on a un souci, c'est que on n'enseigne pas notre histoire aux populations. Jusqu'à quand, Russe? Jusqu'à quand? Non, mais justement, c'est-à-dire le fait que l'on puisse se corriger dans l'avenir vient du fait que l'on sache ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire dans le passé. Et malheureusement, au sein des populations, on n'enseigne pas ça, on n'inculque pas ça. Et ceux qui sont porteurs du message politique, ceux qui sont de l'armée, ne sont pas imprégnés de cette histoire-là. Dans les autres pays, ailleurs, sur d'autres continents, c'est la première des choses qu'on inculque. Et donc, il y a toute une construction morale, toute une construction sociopolitique autour. Mais ce n'est pas ce qui se passe en Afrique, c'est la raison pour laquelle on refait exactement les mêmes erreurs. Comment dirais-je, encore une fois, tout à l'heure, je te disais, les coups d'État ne se ressemblent pas. Dadis Camara n'est pas Doumbouya. Doumbouya n'est pas Sékou Touré. Ils sont tous militaires. Pardon? Ils sont tous militaires. Les deux premiers sont militaires, l'autre est civil, oui, mais l'autre aussi, on a dit oui, c'était une dictature forte. Vous prenez le cas de l'AES, ce qui s'est passé au Burkina n'est pas ce qui s'est passé au Niger, n'est pas ce qui s'est passé au Mali. Ce qui s'est passé au Gabon n'est pas ce qui s'est passé dans l'AES. Donc, pour moi, les coups d'État sont différents. Ça, c'est la première des choses qu'il faut noter. Deuxième, les leaders sont différents et ne sont pas fabriqués dans le même moule. Ils n'ont pas le même parcours, ils n'ont pas les mêmes projections, ils n'ont même pas le même grade lorsqu'ils prennent le pouvoir. Ce qui est aussi, je trouve, un élément important. Et puis, de façon récurrente, justement, tant que politiquement et dans la gestion des États, il n'y aura pas quelque chose de sérieux, quelque chose de digne, avec des projections dans lesquelles les populations se reconnaissent, elles vont renverser les personnes. Elles renverseront. Alors, pour revenir à ta question, c'est-à-dire le cycle est perpétuel tant que le problème n'a pas été réglé parce que les mêmes causes donnent les mêmes effets. Et c'est quoi le problème dans ces pays? Non, le problème est simple. Le problème reste la liberté d'expression, la démocratie, la répartition des richesses, la projection des populations pour l'avenir. Est-ce qu'il fait un coup d'État pour résoudre ces problèmes? Est-ce qu'il forcément il fait un coup d'État? On a vu, je sais que j'allais en venir après, mais je vais anticiper cette question. On a vu Patrice Talon qui prend le pouvoir au Bénin d'une manière conventionnelle.
Patrice Talon a toujours des liens avec la France. Le Bénin connaît aujourd'hui, même si ce n'est pas à l'échelle des pays de l'AES, du terrorisme sur terrain, sur le territoire. Mais Talon a travaillé, Talon a œuvré. Ça c'est bien ce que tu dis. Mais ça, c'est possible parce qu'il y a eu Kérékou. Et Kérékou était un militaire. Et Kérékou était entouré d'officiers. Donc, si Kérékou ne prend pas sur lui de dire « Ok, faisons la conférence nationale. Ok, ne rentrons pas dans un système de répression. » Et que les autres officiers ne s'alignent pas par rapport aux décisions de Kérékou, on n'a pas le Bénin maintenant. Ça, c'est-à-dire, en fait, vous voyez, c'est pour ça que je vais parler d'histoire. C'est important parce que le problème que l'on a, c'est, si vous voulez, une transmission de connaissances, d'expériences qui permettent l'enrichissement. Je vais vous donner un exemple banal mais simple. Je vais prendre l'exemple de la Chine parce que la Chine est le pays généralement que l'on prend en exergue actuellement. Mao n'a pas fait tout parfait. Mais Deng Xiaoping, lorsqu'il vient, bien qu'on l'ait écarté pendant 10 ans et qu'il reprend la Chine, qu'il refait les réformes, il le fait avec le portrait de Mao derrière. Lorsque Xi Jinping actuellement prend la Chine, la Chine actuellement, Xi Jinping et ses parents, ils ont fait les camps de travail en Chine. Mais il le fait avec le portrait de Mao derrière. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les prédécesseurs n'ont pas fait tout parfait. Ils ont fait des erreurs. Il faut avoir la résilience de pouvoir prendre ce qu'ils ont fait, étudier ce qu'ils ont fait, décortiquer le bon du mauvais, voir ce qu'il y a à améliorer, voir ce qu'il y a à jeter et progresser. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de talent s'il n'y a pas eu ses prédécesseurs. Mais Talon est venu avec un leadership différent. Talon est venu avec un leadership différent. Avec, à son dos, toujours la France. Mais la Libye des pays de l'AES, la France. Talon a collaboré avec les Français, mais Talon, la France n'a pas dicté à Talon comment diriger son pays. Attention, il y a eu Kérékou avec l'opération Crevette. On a essayé de renverser Kérékou, on a envoyé des mercenaires, on a envoyé Bom Denar pour renverser le gouvernement communiste béninois à l'époque, maoïste béninois à l'époque. Donc le Bénin, lui aussi, a eu une histoire tragique avec l'ancienne puissance coloniale. Ironie du sort, le Niger accuse toujours le Bénin de pactiser avec la France pour le déstabiliser. Ça veut dire que on peut tout dire, Talon n'a pas renié la France. Donc si la France est l'élément, est le mobile qui conduit les pays de l'AES à se dire que voilà, que nous sommes embêtés par les Occidentaux. Talon a pactisé avec la France, mais Talon a développé son pays. Alors, on va rentrer dans des subtilités. En Afrique, lorsque le colon, et le colon l'a toujours fait de façon historique, on a ça dans la plupart de nos pays. En Afrique, lorsque le colon a vu qu'il avait du mal à partir avec une région donnée, il s'est arrangé pour proposer à côté un contre-exemple. C'est-à-dire une exemple de collaboration où le collaborateur va être encensé. On va faire une superbe communication pour lui. Qu'est-ce que vous ne le dites pas là? Je m'explique. Alors, je vais donner un exemple. Ça, c'est l'histoire, par exemple, en termes d'histoire. La princesse Gimbi Ouattara est celle qui a accueilli les colons à Bobo Dioulasso. Et ces colons qui sont venus à Bobo Dioulasso et qui n'étaient pas très acceptés à Ouaga ont réussi, si vous voulez, à faire le planning de la conquête du pays. Vous prenez le Bénin, les colons, avec beaucoup plus de collaboration avec Porto Novo qu'avec Abomey. Ils l'ont fait dans chaque pays. Et donc, Porto Novo a été encensé comparativement à d'autres localités du Bénin. Vous prenez Bobo, c'est la même chose. De ce fait, politiquement, lorsqu'il y a eu nos États, il y a eu exactement la même chose. Lorsque Sékou a eu des problèmes avec les Français, ceux qu'on a encensés, ce sont les Ivoiriens avec Houphouët.
Houphouët et la Côte d'Ivoire étaient le contre-exemple d'une Guinée qui décidait de prendre son indépendance en 1958. Et donc, à la Guinée, on a mis l'opération Persil. On a saboté la... Ce que je veux dire par là, c'est que à l'AES, on va mettre des contre-exemples pour montrer que l'AES n'est pas un chemin, disons, le chemin de l'AES n'est pas un chemin porteur. Donc là où, par exemple, on va pénaliser le Niger, ben, Cotonou aura des aides. Là où, par exemple, on va pénaliser le Mali, la Côte d'Ivoire sera encensée. Talon n'est pas aidé, Talon ne fait rien sur des aides. Talon est venu avec quand même une discipline budgétaire. Le Bénin, Talon a eu une gestion qui est saluée du Bénin. Ça, c'est vrai. Mais le Bénin reste un pays sous-développé. Donc le Bénin, ça restera toujours FMI, Banque mondiale, ainsi de suite, tant que les Béninois n'arriveront pas à un certain niveau économique. Ça, c'est... Il n'y a rien à... La France aidera plus Cotonou que Niamey. Il ne faut pas sous-estimer le fait qu'on puisse lui retirer, par exemple, l'uranium, qu'on puisse lui retirer un certain nombre d'acquis coloniaux, ainsi de suite. Elle ne le pardonnera pas parce que, si vous voulez, les Occidentaux, et en l'occurrence la France, se sont appuyés sur la richesse qu'apportent les colonies. Ce n'est pas pour rien que De Gaulle, quand De Gaulle fait la conférence en 1944, la conférence de Brazza, il avertit, mais déjà se profile le conditionnement de tous ces territoires. Tu prends Gaston Defferre en 1956, quand il commence à balkaniser, ainsi de suite, c'est pour ça. C'est-à-dire on essaie de conditionner les territoires et on essaie de mettre les leaders les uns contre les autres. Donc on a renversé Modibo Keïta qui mettait le franc malien pour mettre Moussa Traoré. Et Moussa Traoré, après on l'a imposé à Sankara. C'est pas si tu vois. On a mis, comment dirais-je, au Togo. Au Togo, oui, on a eu un développement, la Suisse de l'Afrique, ainsi de suite et ainsi de suite. Mais c'est parce qu'il y avait le Bénin maoïste à côté. Le Togo a servi quelque part de contre-exemple au Bénin qui, lui, a décidé d'être plutôt communiste. Quand le Bénin s'est réajusté et a opté pour une démarche un peu plus ouverte, ben, les choses ont commencé à être économiquement plus viables. Alors revenons au pays de l'AES. Les 3 pays de l'AES se sont retirés de la CEDEAO afin d'obtenir une plus grande liberté de manœuvre. À ce jour, ils ne sont dotés d'aucune institution de régulation ni de mécanisme de gestion des crises susceptibles de surgir. Lorsqu'ils étaient membres de la CEDEAO, ils étaient soumis à certaines contraintes et pouvaient faire l'objet de sanctions. Aujourd'hui, en l'absence de toute contrainte extérieure et intérieure, comment pourront-ils gérer les abus de pouvoir? Car déjà, il y a des arrestations arbitraires, des restrictions de la liberté d'expression, de l'interdiction des partis politiques. Oui, c'est la raison pour laquelle je dis que ils doivent faire attention. C'est-à-dire le fait qu'on puisse avoir une assemblée qui donne 5 ans de plus, sans élection, et ainsi de suite et tout, il ne faut pas que ces leaders rentrent dans ce type de piège-là parce que c'est le peuple qui donne. Si au bout d'un certain temps, vous ne remplissez pas les conditions, vous ne remplissez pas le cahier de charges, ne serait-ce que au-delà d'une certaine limite, le peuple se lèvera. Il y a eu alors, les dictatures des années 60-90 étaient particulièrement fortes. Si le peuple malien est sorti et a pu renverser Moussa Traoré, c'est pas le président actuel qui pourra faire quelque chose. C'était beaucoup plus violent à l'époque. C'est la raison pour laquelle, pour moi, oui, il y a des restrictions. Oui, il y a, qu'on appelle des partis politiques qui ont été interdits. On sert du côté de la presse et ainsi de suite et tout ça. Mais il faut faire attention. Il faut être vraiment sage et comprendre que c'est un bénéfice du doute servi par la population. On accepte que vous fassiez 5 ans, on accepte que vous fassiez 10 ans, mais sachez que vous serez comptable de tout ce qui va se passer sur toute la longueur de ces années-là. Et qui perd finalement, c'est le peuple qui retourne encore en arrière.
Si par exemple, le Assimi Goïta finissait par échouer, par abuser du pouvoir, il faut encore faire un coup d'État, il faut retourner encore en arrière et reprendre encore le mécanisme. Que dire? C'est-à-dire, la raison, la vérité est que les peuples acceptent cela parce qu'ils sont déçus de ce qui a été fait avant. Est-ce qu'ils ne subissent pas cela? Est-ce que les peuples ne subissent pas cela? Je ne sais pas, est-ce que lorsqu'on voit les actualités du Mali, est-ce qu'on a l'impression que c'est un peuple qui subit? Non, subir dans la mesure où nous sommes là, nous avons notre dirigeant, un jour, on le saute. On le saute parce que ce dirigeant-là ne tenait pas bien. On le saute. Les militaires viennent, on est content. Après quelques jours, il fait la même chose. On le saute. Le peuple subit. Oui. Le peuple subira tant que ça ne sera pas rectifié. Est-ce que finalement, ce sont les militaires la solution? Et si Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani plaçaient des civils et qui est rentré dans le caserne avec une vision claire, et si on essayait ça aussi, puisqu'on leur reproche de s'immiscer dans les affaires politiques, la place des militaires, ce n'est pas dans la politique, c'est dans la caserne. Alors là, c'est une grosse réflexion parce que la question est de savoir si nos classes politiques africaines sont intègres. Là, par exemple, tu poses la question de l'intégrité de nos classes politiques africaines qui ont fait de la politique un genre de corps de métier où on peut justifier la gabégie, le népotisme, les abus de pouvoir, et ainsi, etc. Et donc, lorsque il y a ce manque de confiance, il y a les hurrahs du peuple lorsque les personnes se font renverser. On a vu le cas pour le Gabon, c'était un civil. Ali Bongo, c'est un civil. Quand Oligui Nguema est venu et fait le coup d'État, tout le monde est dans la rue, tout le monde se met à danser. Et pourtant, le peuple ne le connaît pas. C'est un inconnu. Alors, les civils échouent, les militaires échouent. Je pense que c'est, comment dirais-je, comme je te dis, c'est un poids que chaque peuple doit assumer. C'est-à-dire, tant que vous n'aurez pas posé le débat de fond qui est le mode de gestion de votre pays. C'est-à-dire, en fait, si tu veux, alors, de façon brute, de façon triviale, je vais dire, il n'y a pas de solution Nescafé, il n'y a pas de solution Jésus. C'est-à-dire, il n'y a pas de homme providentiel qui arrive et dans un claquement de doigts règle tout le problème d'un coup. Il n'y aura pas ça. C'est-à-dire, et ça, c'est quelque chose, quelque part, il y a une pédagogie à faire au niveau des populations africaines et des classes intellectuelles africaines. C'est-à-dire, il n'y aura pas ça. Il n'y a pas de solution Nescafé, il n'y a pas de solution Jésus, vous avez quelqu'un de providentiel qui vient et claque des doigts et tout. Non. Mais il y a la capacité de se réapproprier l'espoir. Qu'est-ce que j'appelle l'espoir? L'espoir, c'est avoir la confiance que l'on peut planter quelque chose, qu'on peut entretenir ce qu'on a planté et voir les fruits de ce qu'on a planté dans 2, 3, 4 ans. Avoir la confiance que ce qu'on a planté va générer assez de fruits pour nourrir les générations futures. C'est à ce quoi les populations africaines doivent s'atteler et ce à quoi on doit aspirer. Parce que un développement tel qu'on le souhaite et tel qu'on le voit ailleurs ne se fait pas en 1 an, ne se fait pas en 5 ans, ne se fait pas en 10 ans. Maintenant, et ça c'est quelque chose pour moi qui est important, c'est que j'estime, et c'est un avis personnel, que nos erreurs sont répétitives parce que dans notre démarche, on prend soin de vouloir effacer la mémoire. C'est un peu ça le problème. C'est-à-dire on prend soin d'effacer la mémoire. On prend soin d'effacer que le peu qu'on a acquis maintenant a été acquis de haute lutte. Des personnes ont marché, des personnes sont sorties, des personnes ont été enfermées, des personnes ont été assassinées. Nos processus de lutte pour nos indépendances, nos processus de lutte pour la démocratie, et ainsi de suite, et tout ça. Et à chaque fois, parce que ces mémoires ont été mises de côté,
on a pris des personnes qui se comportaient comme si elles n'existaient pas. Et de façon répétitive, on recommence. Je vais te poser une question tout à fait banale, d'accord? Si par exemple, je prends le cas de notre pays, le Togo. Nous sommes en 2025. Alors, des années 90, c'est-à-dire, je dirais même 89, dès la conférence de la Baule jusqu'à 2025, à combien peut-on chiffrer le nombre de victimes? De 1960, ou je dirais même de 1958 à 2025, à combien peuvent se chiffrer le nombre de victimes? Les personnes qui se sont levées, qui ont marché pour que le pays fasse un bond en avant. Et cette question-là, tous les pays doivent se la poser. Parce que, alors, les autres pays, quand vous prenez le système éducatif français, prenez le système éducatif asiatique et ainsi de suite, et ils ne le cachent pas, ils l'enseignent même à l'enfant. On ne va pas cacher à l'enfant que la prise de la Bastille, et je parle d'enfants de 7-8 ans, on ne leur cachera pas que la prise de la Bastille, il y a eu des sacrifices. On va leur parler de Robespierre et Danton, donc de la terreur. On va leur parler de la Saint-Barthélemy. On va leur parler de chaque période critique de l'histoire où le peuple a dû faire un sacrifice. Donc selon vous, il faudrait que les pays de l'AES, s'ils espèrent gagner ce combat, s'approprient leur histoire. Forcément. Les bonnes et les mauvaises. Forcément. Il faut qu'on arrête. On a une réaction au déni en Afrique. On a, si vous voulez, on a plutôt un automatisme, un déni automatique en Afrique, qui fait que très souvent, on a honte de s'asseoir et de dire « Ok, d'accord, ça, on a mal fait, ça, ce n'était pas bien fait. » Moi, c'est dans un livre chinois. Je ne savais pas que Mao est décédé sénile. Moi, c'est dans un livre chinois où j'ai été étonné de voir qu'on spécifiait. On dit « Voilà, Mao, ici, là, c'était bien. Là, c'était mauvais. Là, il a essayé cela. On a vu que c'était une erreur. On a rectifié. Bon, là, on a fait ceci, on a fait cela. Et nous, en Afrique, on n'a pas ça. Je te donne un exemple. Je donne un exemple. On n'a pas les mémoires, par exemple, de Blaise Compaoré. Ça a l'air de rien. Ça a l'air banal. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Non, Blaise, je le déteste. Je ne veux pas. » Mais on n'a pas les mémoires de Blaise Compaoré. Lorsque Idriss Déby, on essaie de le renverser, il y a un contingent français qui vient le protéger. À un moment, on lui fait une interview et il dit non, je ne voulais plus être président, j'ai eu l'appui de l'inspection coloniale pour que je sois maintenu au président, qui fait cette confession-là. Mais les gens, ils rient. Mais il ne faut pas rire. C'est maintenant qu'il faut courir pour lui demander, ok, d'accord. Comment ça se passe, ce processus france-africain qui contraint les hommes politiques à faire ceci ou cela, l'architecture militaire, les bases et ainsi de suite. Mais c'est plutôt là, il faut aller. Ces mémoires, tu as les mémoires de De Gaulle, tu as Pompidou. Tout le monde a sorti des livres. Tu vas aux États-Unis, c'est la même chose. Tu vas en Chine, c'est la même chose. Sur tous les continents, c'est la même chose. En Afrique, il n'y a pas. Où sont les mémoires des Yadema? On ne les a pas. Les mémoires de Gilles Christ Olympio. On ne les a pas. Les militaires, où sont leurs mémoires? La question n'est pas de savoir si on aime ou si on n'aime pas. La question est de savoir si on a des données scientifiques qui nous permettent de mettre à plat notre histoire et de penser géostratégie. On nous a fait ça, demain on ne nous fera plus. La Chine, lorsqu'elle décide de faire les routes de la soie, les routes de la soie, ce n'est pas maintenant. Les routes de la soie, c'est un projet d'il y a plusieurs siècles réinitialisé. Lorsque la Chine est, comment dirais-je, réfractaire à certaines prises de position occidentales. Mais c'est normal. La Chine n'a pas oublié la première guerre de l'opium et la deuxième guerre de l'opium. Lorsque vous allez en Asie, et que par exemple actuellement vous êtes attrapé en possession de drogue, vous risquez la peine de mort. Pourquoi? Parce que pour exploiter tout un pays continent, toute une région, on a volontairement introduit de la drogue là-bas. Donc la politique actuelle s'appuie sur un passif historique. Les réclamations de la Chine sur le territoire de Hong Kong, par exemple,
ses velléités au Tibet, au Népal ou ainsi de suite, sur certaines régions, s'appuie sur un passif. Lorsque vous prenez la Turquie, la politique, diplomatique turque actuelle qui a beaucoup de prétentions, ainsi de suite, c'est parce que le président actuel s'appuie sur ses prédécesseurs qui, eux, s'appuyaient sur l'Empire ottoman. Le temps est contre nous. Je me dis que... Je vais terminer avec ça. Je vais poser une question simple aux gens. Comment est-ce que vous faites pour être des territoires avec un passif sidérurgique, un passif de navigation, un passif de conquête, un passif agro-pastoral, un passif architectural, un passif... Et que dans aucun pan de votre développement, cela ne se ressent. On ne ressent pas qu'il y a ce passif-là. Un passif même de gestion des territoires. C'est-à-dire, on a eu des empires qui partaient du fleuve Sénégal jusqu'à pratiquement le lac Tchad. On n'avait pas besoin... On avait un mode de gestion, un mode de représentativité et ainsi de suite. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à gérer des États plus petits? C'est pour ça que je dis qu'il faut accepter de s'asseoir, de dire ça a été bon, ça n'a pas été bon, ça a été fait, ça n'a pas été fait, rectifions et essayons de voir dans quelle mesure on peut faire des projections. Horus, merci, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'être passé. Ce fut un plaisir. Ouais.